Donc, bonjour, bienvenue dans cette section où on découvrira ensemble SourceMap, donc l'outil qui nous permet de débugger euh, le langage JavaScript, le langage qui gagne de plus en plus de popularité maintenant. Donc, du coup, je m'appelle Trang Nguyen, donc je viens de chez Fluo, c'est une petite entreprise qui travaille dans l'assurance, là où j'occupe un poste de développeur full stack JS. Donc, de temps en temps, je m'amuse un peu à écrire des articles sur mon petit blog Medium. Si vous n'avez pas, vous ne savez pas quoi faire entre les deux talks favoris, donc vous pouvez aller sur mon blog, ça me fera très plaisir. Donc, au menu aujourd'hui, qu'on va voir pourquoi on utilise les sources maps et notamment qu'est-ce que c'est. On va parler un petit peu de l'histoire de source map qui est un peu particulière et surtout de voir comment ça marche à la fin pour pouvoir avoir des optimisations en termes de transmission de réseau. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est très rare qu'on écrit du code source qui marche directement dans le browser, quel que soit qu'on fait du TypeScript ou de la nouvelle génération de JavaScript qui sort tous les ans. On est obligé à un peu écrire du code JavaScript qui est modulaire, qui sera bundlé par un compiler. Soit c'est le TypeScript compiler, soit c'est un Webpack, ou soit c'est un Babel, pour pouvoir produire ce qu'on appelle un bundle compatible avec la plupart des navigateurs. Donc du coup, avant de le servir, il faut passer par un process qu'on appelle la minification ou uplification pour pouvoir avoir un bundle de taille le plus petite possible avant de servir au browser. Jusque-là, tout va bien. Par contre, le jour où on a un problème dans la production, on va se retrouver à débugger avec du code un peu comme ça. C'est-à-dire un code bundlé, minifié, il y a juste une ligne avec des caractères un peu, je dirais, un peu chinois, donc on ne connaît pas, grâce à l'outil de Pretty Print de Chrome, en fait, qu'on aura la partie en bas, mais ça ne nous aide pas trop. Donc, c'est là que les source maps deviennent intéressantes parce que les source maps, c'est un outil qui nous permet, à partir du code bundlé, de retrouver le code source d'origine. Et en fait, essentiellement, c'est quoi ce que c'est? En fait, la définition de source map, c'est juste un outil qui nous permet de faire la correspondance, c'est-à-dire les lignes et les colonnes, dans le fichier généré vers le fichier d'origine. Et l'expérience de débugage de source map, ça ressemble un petit peu plutôt à ça. Au passage, une petite pub pour mon entreprise et un parcours d'assurance emprunteur si vous avez un prêt. Donc, merci de rendre sur le site Fluo. Ça me fera plaisir et aussi à mon patron aussi. Donc, par contre, l'idée source map, c'est pas très nouvelle. Ça vient des langages de programmation c'est un langage très vieux et qu'à l'école, en fait, on sait tout, que on compile du C à l'aide du GCC. Donc, c'est un outil de compilation du C en ligne de commande qui nous permet de, à la fin, ressortir un binaire. En fait, c'est des 0 et des 1. On va l'exécuter sur la machine, quoi. Et du coup, en fait, dans le GCC, on a une option qui nous permet de retrouver les codes sources d'origine. En fait, c'est ce qu'on appelle les debug symboles. On va les obtenir à partir du moment où on ajoute un flag -g dans la ligne de commande. Donc, des debug symboles, c'est un peu de code source machine et qui est un peu illisible, quoi. Mais il y a une magique qui nous permet de retrouver, enfin, par exemple, dans cet exemple, l'exemple d'une variable qui s'appelle sum, qui est déclarée dans la ligne 6. Et l'expérience de débugage à l'époque, ça ressemblait un peu plutôt à ça. Donc, à l'aide du GDB, donc de mon Mac, en fait, je fais marcher du LNDB, c'est pareil que GDB, et que je fais des breakpoints et puis je fais des prints, normalement. Donc, revenons à notre source map. Si on va parler de l'histoire, donc à l'addition d'autres standards JavaScript qui sortent tous les ans, les source maps, en fait, ce n'est pas un standard. Du coup, la première proposition qui arrive, c'était dans le projet de Google, enfin de Closure Inspector en 2009 par Google. En fait, à l'époque, on s'est amusé un petit peu à mapper des caractères par caractère en fait dans le fichier généré et le fichier d'origine. Ce qui fait qu'à la fin, on aura un bundle final de taille 10 fois, parfois 15 fois supérieur au fichier d'origine. Donc, du coup, le format est un peu illisible aussi. On se rend compte de ce problème. À Google, ils font des gros travaux pour sortir l'année suivante la deuxième proposition qui permet de réduire la taille par 30%. Par contre, l'événement le plus important, c'est l'arrivée de la troisième proposition. Et c'est aussi la dernière proposition jusqu'à aujourd'hui qui est arrivée
2011, donc fruit de travail entre Google et Mozilla, largement adopté par toutes les communautés de JavaScript, TypeScript, Webpack. Même les processeurs de CSS, LESS ou SASH utilisent en interne. Si vous avez l'occasion d'ouvrir un fichier SourceMap, c'est juste un JSON avec des clés assez spécifiques qu'on va découvrir, on va décortiquer par la suite. Donc, du coup, comment ça marche? En fait, le premier mot que je pourrais vous dire, c'est que c'est basé sur tout ce qui est base 64 et un algorithme d'encoding qui s'appelle VNQ, donc variable len quantity, qu'on va découvrir. Et que base 64, tout le monde à peu près connaît, c'est juste une façon de retranscrire des chiffres vers du texte pour pouvoir les transmettre sur les réseaux. VNQ, c'est juste une façon de pouvoir encoder en fait, un entier de n'importe quelle taille sous forme de caractères base 64. Donc, on va voir spécifiquement comment ça marche. Prenons un exemple. Donc, j'ai un fichier qui est écrit en OS6, donc de la nouvelle génération JavaScript qui est sortie il y a quelques années, avec les fataros et tout, et qui n'est pas compris par les browsers. Donc, si on transpile ça à l'aide d'un outil qui s'appelle Babel, pour pouvoir obtenir, en fait, au final, un bundle compatible avec tous les browsers. J'ai bien spécifié l'option SourceMap pour pouvoir obtenir à la fin, avec un bundle final, j'ai un fichier SourceMap qui est à gauche. Donc, dans le fichier bundle, j'ai noté, en fait, à la fin, il y a un lien qui me permet de pouvoir savoir où se trouve le fichier SourceMap. Dans ce cas, par défaut, ça s'appelle bundle.js.map et qu'il y a des options dans les compilateurs pour pouvoir cacher le fichier SourceMap pour pas dévoiler le code source au public en production. Donc, les liens que je vais partager à la fin du talk. Dans le fichier SourceMap, la clé qui nous intéresse, qui est la source aussi de secrète derrière, c'est la partie mapping, c'est une suite de caractères, a priori encodés en base 64, et c'est pareil par les virgules ou les points-virgules. Si on s'amuse à découper ça en fait morceau par morceau, en se splittant par le point-virgule, ce qu'on va obtenir, c'est chaque morceau comme ça correspond à chaque ligne dans le code généré. Dans chaque morceau, on a ce qu'on appelle des segments, séparés par les virgules. Donc, si on essaye de décoder des segments, enfin plutôt les deux premières caractères plutôt, en fait, ça correspond dans le code généré, c'est usestrict parce que par défaut, Babel il génère JavaScript en mode usestrict, donc qui correspond à rien dans le code source. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de contenu. Si on prend le segment suivant, c'est AAA. Donc, et on décode en base 64, c'est 0, 0, 0. Donc, c'est un tuple. Et chaque élément, il y a un sens particulier. Le premier élément, ça désigne la colonne dans le code source, dans le code généré. La deuxième colonne, c'est l'index du fichier pour pouvoir trouver le fichier d'entrée, parce que parfois, il y a plusieurs fichiers d'entrée pour pouvoir produire un bundle dans JavaScript. Et les deux dernières valeurs, c'est la ligne et la colonne correspondant dans le fichier source. Donc, du coup, si on s'amuse à mapper, en fait, c'est juste le début de la fonction. Dans le fichier généré et le fichier d'origine, c'est juste le début, quoi. Si on prend le morceau suivant, c'est IAM, on refait l'opération inverse, et qu'on décode en base 64, on représente ça en binaire. C'est là que le VNQ intervient. En fait, le VNQ considère que chaque bloc, c'est au moins de 6 bits. Donc, du coup, on va ajouter des bits, ce qu'on appelle des bits de padding, en fait, au début, pour pouvoir combler, pour pouvoir avoir la taille de 6. Et que dans la spécification de VNQ qui a été choisie par SourceMap, donc, on a des bits qui ont un peu de sens particulier. Le premier bit, c'est le bit de continuation. Enfin, ça vaut 0 pour dire qu'il n'y a pas de bloc qui suit derrière pour représenter un entier. Et le dernier bit, c'est pour dire le signe, en fait, de l'entier qu'il essaie de représenter. Du coup, en éliminant les deux bits de représentation, là, on aurait la vraie valeur des colonnes C4006. Et du coup, si on essaye de pouvoir mapper, en fait, c'est juste le caractère S de la fonction. Je fais comme ça pour que vous voyez un petit peu mieux 4, 6. Donc, on prend l'exemple suivant. Soit on s'amuse à décoder comme avant, soit il y a une lib qui s'appelle VNQ disponible sur le registry NPM qui nous permet de décoder plus facilement. Dans ce cas, ça nous donne un type de 110011 et que dans la spécification de SourceMap aussi, les positions, c'est toujours relatif par rapport aux positions avant. Donc, on essaye de concaténer avec les positions avant pour obtenir. Il faut faire juste un plus, quoi. Et du coup,
bah, ça nous donne ça. C'est juste quelque chose qui est juste derrière le point égal. La question qui se pose, pourquoi les positions sont calculées relatives à les positions avant? Bah, en fait, c'est parce que dans le cas du fichier Minifay, on a juste une ligne. En fait, la colonne peut atteindre très vite, par exemple, la colonne 1 million ou 10 millions, selon la taille de codebase. Donc, ça pouvait atteindre très vite une quantité énorme. Donc, le fait de calculer par rapport à les positions avant, ça nous permet d'économiser l'espace. Donc, bah, on s'amuse à décoder, à décoder comme ça. Et qu'il y a une question qui se pose aussi. Ah oui, mais Tring, pourquoi on ne décode pas en base 104? Pourquoi on n'utilise pas 104 directement? C'est plus facile, non? Parce que VNQ, ça semble un peu compliqué, quoi. En fait, la réponse, c'est que si on s'amuse à décoder ce morceau-là qui est un peu plus compliqué, bah, j'ai fait le même process avant. Maintenant, j'ai une suite binaire qui est un peu plus longue et que si j'observe les bits de continuation et les bits de signe, donc il y a un sens parce que le bit de continuation maintenant c'est 1 qui dit que le bloc qui suit derrière, bah, ça appartient à ce bloc et les deux en fait ça forme un entier. C'est pareil pour les deux derniers blocs. Et je fais pareil que le process avant et dans la spécification source map, encore une fois, c'est que les bits de poids plus faible, ça devient des bits c'était des bits de poids plus fort. Et que si on inverse, pour pouvoir obtenir les vraies valeurs, c'est 20,0017. Et du coup, si on s'amuse à décoder ça, d'encoder ça en base 64, on obtient un truc plus long. Donc, c'est à peu près la fin de mon talk et que j'ai mis un petit lien qu'on pourra visualiser. C'est un petit projet open source. C'est pas moi, mais c'est quelqu'un d'autre qui a développé, donc qui nous permet de visualiser en fait les positions, les mappings entre les positions. Je mets dans le slide au cas où vous en avez besoin. Donc c'est la fin de mon talk et que déjà je vais mettre un petit peu de documentation. Le premier lien c'est mon petit article qui parle de source map au cas où il y a des détails qu'on n'arrive pas à suivre dans ce talk. Deuxième lien c'est la spécification de source map. Troisième lien c'est une astuce qui vous permet de cacher les source maps en production mais pouvoir débugger comme si on débuguait en local. Quatrième lien c'est un projet source map développé par Mozilla. Et à un moment donné, c'était une dépendance assez forte dans tous les compilateurs de TypeScript ou Webpack. Ils sont en pleine discussion de réécrire le projet en Rust et WebAssembly pour pouvoir encore obtenir meilleure performance. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas, j'ai à peu près 2 minutes pour les questions. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Je peux répéter la question. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de devoir chaîner des source maps et du coup en gros d'avoir plusieurs étapes. En fait, c'est qu'on appelle les source maps multi-stage source maps, c'est-à-dire tu as le code en fait, qui combine en fait, la question, c'est est-ce que ça m'arrive à chaîner ces source maps, c'est-à-dire le code source, par exemple, j'ai écrit dans TypeScript, je combine en JavaScript et je minifie ensuite. En fait, à chaque étape, en fait, il y a des source maps. Donc, du coup, pour répondre à tes questions, en fait, déjà, il y a une lib qui nous permet de faire ça, qui s'appelle multi-stage source map, qui est disponible sur NPM. Et que je crois que depuis, dans les outils de compilation de ce que je connais, Webpack, quand tu combines du TypeScript ou du JavaScript nouvelle génération et vers la minification, tu auras des sources maps directement depuis le fichier minifié. Donc, après, dans Webpack, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que tu pourras avoir plusieurs options de source map pour la production ou pour le développement. Et que par des fois, tu pourras avoir des source maps inline ou pas inline pour avoir des performances pendant le développement et la production. Voilà quoi. Après, la doc Webpack, c'est un peu laborieux, mais bon, il faut un peu travailler avec pour... voilà quoi. Bon, tu me poseras la question. Okay. Merci beaucoup.